Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du Platform Engineering avec Backstage. Donc je me présente, je m'appelle Anas Chita, je suis un architecte DevOps chez AWS. Je suis aujourd'hui accompagné par Ziad Osman, qui est un architecte DevOps aussi chez AWS. Et nous avons le plaisir d'avoir Dimitri Desbois, qui est le Head of Cloud Platform Engineering chez Safran. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des plateformes de développement interne qui se basent essentiellement sur la solution open source Backstage. Donc pour les prochaines minutes, on va vous parler de pourquoi on veut faire du platform engineering, donc l'impact de la DevEx, l'expérience développeur sur la productivité. On regardera par la suite le platform engineering comme une solution avec Backstage et Harmonix. On aura un retour d'expérience de la part de Safran sur l'utilisation de la solution. Et on va finir par un cas d'utilisation. Donc l'expérience développeur, elle est de plus en plus essentielle car elle influence directement sur la productivité, sur la motivation, ainsi que sur le rendement d'un développeur. Alors si on se concentre sur le schéma suivant, donc on a donc une montée de charge cognitive des développeurs depuis le début des années 2000 jusqu'à présent. On peut constater alors que la charge mentale nécessaire pour résoudre une problématique par les développeurs n'a cessé d'augmenter par rapport aux responsabilités. Et ça, c'est notamment dû à l'approche You Build It, You Run It. Donc, vous le concevez, vous en êtes responsable, qui est de plus en plus utilisé par différentes équipes, où le développeur il mène donc tout le cycle de vie de logiciel. Donc notre développeur qui se concentrait que sur la partie applicative, il se trouve avec plus de responsabilités. Donc par exemple, il doit gérer la partie de scalabilité de l'application, gérer le déploiement de l'application et potentiellement la création ou bien la demande de bases de données. Donc le problème que nous souhaitons résoudre, c'est de permettre aux développeurs de se concentrer sur leur cœur de métier, c'est l'innovation et le développement, ainsi réduire leur charge cognitive. Et donc, en parallèle, on standardise et on automatise tout ce qui peut être utilisé par les développeurs par la suite. Donc, le platform engineering, c'est une approche qui consiste à créer et gérer des plateformes en interne qui sont principalement destinées aux développeurs pour donc simplifier leurs tâches en quotidien. Alors ici, donc, on va présenter Backstage. Donc Backstage, c'est une solution, c'est une plateforme qui est open source, qui permet de créer des plateformes de développeurs. Il a été créé et conçu par Spotify pour répondre à leurs besoins en interne. Et par la suite, il a été donné et hébergé par la CNCF, donc c'est la Cloud Native Computing Foundation, qui héberge d'autres projets très très populaires comme Kubernetes et Prometheus. Et donc, derrière Backstage, il en existe une grande communauté. On a à peu près 2000 adopteurs qui utilisent la solution et plus de 1000 contributeurs sur le projet open source sur GitHub. Alors, la philosophie de Backstage. Alors, Backstage, il se base sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est d'avoir une interface centralisée. On centralise toutes les informations nécessaires d'une application. Donc, à savoir la partie applicative, potentiellement donc la partie de déploiement, la partie CI/CD, la partie d'observabilité, ainsi que la documentation si on a. Alors le deuxième point, c'est donc la notion de propriété. Pour chaque logiciel ou application dans notre catalogue Backstage, il faut y avoir un propriétaire, donc un point de contact. Et le troisième pilier, c'est la notion d'extensibilité. C'est de permettre de rajouter des nouvelles fonctionnalités à Backstage pour résoudre des problèmes en interne sans avoir à créer d'autres plateformes IDP. Et c'est de là où sont venues donc les contributions d'AWS à la communauté de Backstage. En fait, les équipes AWS ont créé un ensemble de plugins qui se rattachent directement à Backstage pour qu'ils puissent donc s'intégrer au service AWS. Donc, on peut trouver des solutions pour avoir des chat assistants sur Backstage qui derrière utilisent donc le service Amazon Bedrock, ou bien donc des plugins qui permettent d'avoir des informations sur les services de CI/CD d'AWS. Dans ce cas-là, par exemple, on a Code Pipeline qui est intégré à Backstage et on peut avoir donc les résultats des pipelines qui ont été exécutés sur AWS. Donc, vous pouvez consulter l'ensemble des plugins sur le lien suivant. Donc, c'est une page sur GitHub.
Alors, si on part du besoin de nos clients, donc on veut montrer que c'est possible aux développeurs, ayant peu ou pas de connaissances AWS, à déployer des applications dans le cloud, tout en respectant bien sûr les exigences de l'entreprise en termes de sécurité et en termes de standards de déploiement. Et c'est pour ça, donc, chez AWS, nous avons créé un projet open source qui s'appelle Harmonix on AWS. Donc, il est basé sur Backstage et il permet aux développeurs de déployer à grande échelle sur le cloud AWS. Donc ici, par exemple, donc on a un modèle d'application. Donc le développeur se connecte sur le portail Backstage, il a un formulaire à remplir et il clique sur le bouton Next. Donc il va remplir tout le formulaire, ce sont des informations de l'application. Et à la fin, donc, il va cliquer sur le bouton Submit et derrière, Backstage va créer l'infrastructure nécessaire pour cette application. Avec Harmonix, par défaut, on a une dizaine de modèles d'applications et de ressources, ainsi que de services qu'on peut directement commencer à consommer. Donc, on a des sites web avec Flask Python, on a des REST API serverless, on a des ressources comme des RDS ou bien des S3. Mais donc, ça vous empêche de créer des modèles applicatifs qui sont donc, demandés par vos équipes de développement. Et en dernier point, avec Harmonix, donc, on définit 4 entités. Donc, on a donc les environnements providers, les environnements, les ressources ainsi que les applications. Donc ces 4 entités-là facilitent le déploiement sur AWS. Donc nous allons voir ça du près par la suite. Alors, revenons un peu sur l'architecture d'Harmonix. Donc Harmonix par défaut, c'est un projet qui déploie tout ce qui est nécessaire pour commencer à permettre aux développeurs de déployer sur le cloud AWS. Donc, par défaut, ça déploie donc l'instance Backstage avec les plugins nécessaires sur AWS. Ça déploie aussi donc une instance GitLab où l'équipe d'ingénierie de plateforme peuvent commencer à mettre en place donc les modèles d'application, les modèles de pipeline, les modèles d'environnement. Et derrière, Backstage déploie donc les ressources, les applications dans les comptes des destinataires en utilisant du CDK ou bien du Terraform. Donc nativement, ça supporte les deux, mais on peut donc aussi supporter du CloudFormation si nécessaire. Alors revenons sur un aspect qui est très très important de la solution, c'est les abstractions réutilisables. Donc avec Harmonix, on définit 4 notions, donc les fournisseurs d'environnement, les environment providers, les environnements, les ressources et services et les applications. Alors, les fournisseurs d'environnement, donc, ce sont la configuration nécessaire à déployer sur un compte AWS pour pouvoir permettre le déploiement des applications et ressources. Donc, à défaut, on peut avoir donc, une configuration de CS, une configuration EKS, un VPC par défaut et des rôles IAM qui permettent à Backstage et spécifiquement à Harmonix à déployer de l'infrastructure sur ce compte-là. Alors pour simplifier et rationaliser le déploiement, nous avons introduit une notion qui s'appelle environnement. Donc c'est cette abstraction qui est exposée au développeur final et qui choisit pour qu'il puisse déployer de l'infrastructure sur AWS. On a aussi donc rajouté une one-to-many relation entre les environnements et les fournisseurs d'environnement pour permettre de supporter des scénarios de déploiement qui sont un peu plus complexes. Donc des déploiements sur multi-comptes ou bien des déploiements sur multi-régions. Ce qui aussi nous permet de déployer sur multi-environnements si besoin. La troisième abstraction, c'est l'abstraction des ressources et services. Donc ce sont les ressources et services dont une application peut dépendre. Donc on peut avoir donc des bases de données RDS, des bases avec DynamoDB, on peut avoir du stockage avec S3 ou bien des systèmes de messagerie. Alors les ressources et services sont donc déployés en choisissant un environnement. Et enfin, on a notre abstraction des applications. Donc c'est l'architecture et la configuration nécessaires pour pouvoir déployer une application. Donc, dans un cas, par exemple, d'un site statique, ça peut être un bucket S3 avec du CloudFront devant. Un site dynamique, ça peut être une application load balancer avec une image container. On a alors notre équipe de platform engineering qui va encapsuler tous ces modèles-là et les rendre disponibles sur Backstage. Et enfin, on a nos développeurs qui veulent se connecter sur la plateforme. Ils vont commencer à consommer ces modèles réutilisables. Alors, comment Backstage déploie de l'infrastructure sur AWS. Donc, on a notre développeur qui va se connecter sur la plateforme Backstage
Il va donc choisir un template, un modèle d'application ou bien de ressources. Il va remplir le formulaire avec les informations nécessaires. Donc, on va regarder ça du près dans le cas d'utilisation. Alors, derrière, Backstage va créer un repo Git avec des définitions, un ensemble de définitions qui est nécessaire pour déployer l'application. Donc, notamment un code source blueprint qui sera par la suite donc, modifié par le développeur avec son propre code. On aura une définition du pipeline CI/CD pour pouvoir déployer sur le compte AWS. Et on a aussi donc le code IAC pour déployer les ressources nécessaires pour l'application. Enfin, on a un fichier de définition qu'on appelle fichier de définition de l'entité Backstage. Donc, ce fichier-là, il est par la suite importé par Backstage pour avoir des informations sur l'entité qui a été créée. Donc, dans ce cas-là, c'est une application. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin du déploiement de l'application, on peut récupérer des informations importantes, par exemple l'URL de l'application. On rajoute ça dans le fichier de l'entité et on remonte ça vers Backstage. Et donc, à la fin, le développeur aura accès directement à l'URL de l'application. Et comme vous pouvez le constater, par défaut, tous les modèles qu'on a utilisés pour initier ce repo Git ont été donc créés par l'équipe de Platform Engineering et ils ont mis ça sur un repo centralisé sur le Git Provider. Alors, je vais passer la main à Dimitri pour qu'il puisse vous donner un retour d'expérience sur Backstage. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Desbois, je suis le responsable de l'équipe Platform Engineering chez Safran. Pour commencer, je vais vous présenter Safran. Je serai très bref parce que notre grand patron a déjà présenté Safran ce matin. Néanmoins, c'est important pour que vous compreniez dans quel contexte on a utilisé Backstage. Donc, Safran, c'est un groupe industriel et technologique français qui opère dans le domaine de l'aérospatial et de l'aviation. Si on focus au niveau DSI, on a une DSI centrale qui a en charge la mise à disposition de tous les moyens informatiques pour les autres sociétés, et notamment la gestion des data centers et tout particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'accès au cloud. Si on zoome sur la partie cloud, donc on a une direction groupe cloud infrastructure et services qui est organisée avec un cloud business office, un cloud center of excellence, l'équipe platform engineering et une équipe d'opération. Donc ça, c'est pour le contexte. Alors, on parle d'IDP, et pour la suite, quand je dirais IDP, on parle bien de Internal Developer Portal et pas Internal Developer Platform. Donc, le constat, il y a 3 ans, le groupe Safran a décidé de se tourner vers AWS pour asseoir sa stratégie de transformation digitale. Dans ce contexte, les entreprises, donc les 12 principales entreprises de Safran, ont été confrontées à tout ce que le cloud AWS peut leur amener, notamment le time to market, la mise à l'échelle et la capacité d'innovation, mais aussi tout ce que cela impliquait. Très clairement, ce que ça implique, c'est d'être formé. Formé, pas qu'AWS, puisque forcément, quand on fait du cloud dans une boîte comme Safran, il y a une couche de sécurité, il y a une couche de conformité qui s'ajoute à juste AWS, et ça crée en fait une expérience qui est compliquée pour des gens qui n'ont ni fait de l'AWS ou alors même à ceux qui en ont fait. Donc l'enjeu, c'était vraiment un enjeu d'adoption. Pour répondre à ça, de façon très triviale, on peut le prendre sous 2 axes. Faire de la formation. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, qui marche bien. Il y a des programmes de formation, d'upskilling au sein du groupe. Et la deuxième façon d'y répondre, c'est de masquer la complexité de l'usage du cloud. Alors, lorsqu'on dit masquer la complexité de l'usage du cloud, ça ne veut pas dire que c'est l'informatique pour les nuls. On le verra tout à l'heure avec la notion de Golden Path. Donc, l'IDP, c'est finalement un accélérateur pour l'adoption du cloud chez Safran. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un IDP? Finalement, c'est mettre à disposition les fameux Golden Path. C'est ce que je disais, les Golden Path, ce n'est pas l'informatique sur les nuls, mais c'est vous permettre de déployer rapidement. Vous voulez déployer par exemple un environnement de data science parce que vous êtes un data scientist, vous avez envie d'entraîner des modèles, mais par contre, vous ne connaissez pas GitLab Pipeline, Terraform, c'est trop compliqué pour vous, vous voulez juste faire votre métier. Ce qu'on propose, c'est que vous appuyez sur un bouton et que finalement, tout soit déployé et ça vous permet de travailler.
Encore une fois, ce n'est pas l'informatique pour les nuls, parce qu'une fois que vous avez déployé votre environnement, vous allez pouvoir bénéficier de tout le code source qui a permis de faire ce déploiement. Donc, vous pouvez, c'est l'accélération pour vous, vous pouvez vous y mettre parce qu'en fait, on ne vous cache pas la complexité. Elle est masquée lors du déploiement, mais on vous permet d'apprendre de cette façon. Il y a aussi un enjeu de la standardisation sur l'accès des composants à la forge logicielle. Hein. On a du GitLab, du Nexus, enfin tout ce qui est classique. Mais par contre, l'onboarding, il est dispersé. L'idée, c'est aussi de réduire le context switching, hein, ce fameux context switching dont tout le monde parle, et de dire, OK, vous avez des besoins autour de votre développement, vous avez un portail unique où tout est agrégé. Il y a un côté amélioration de la collaboration par la découverte de services. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais qui est possible par Backstage. On a un sujet d'unification des portails. Hein. Aujourd'hui, on a du coup Backstage, mais aussi on a un portail Legacy qui permet de créer de la VM on-premise, et c'est quelque chose qu'on va vouloir fusionner dans Backstage. Réduction de la non-conformité. Alors, Backstage, ce n'est pas un CNAP, soyons clairs. En revanche, ce qu'il permet de faire, c'est de fermer le robinet de la non-conformité. Comment? Typiquement, si je déploie une EC2 par Backstage, je suis certain que cette EC2-là sera conforme. Pourquoi? Parce qu'on repose derrière sur des modules Terraform qui sont gérés par l'équipe, notamment celle du CCOE, où on est certain que la tagging policy sera bonne, on est certain que le zonage sera bon. Donc encore une fois, ce n'est pas un synapse, mais ça permet de fermer le robinet des non-conformités. Et puis bien sûr, la réduction du time to market. Donc pourquoi Backstage? Je vais passer assez vite, hein, parce que finalement, c'est un projet SNCF, Anas l'a déjà dit, il y a une importante communauté, il y a de nombreux plugins disponibles, et surtout parce que aussi, c'est pas un IDP, mais c'est bien un framework pour faire un IDP. Ça veut dire que si vous prenez Backstage, finalement, ça ne vous fait pas votre portail. Mais par contre, vous pouvez le bâtir à partir de ce framework. Donc on est vraiment là dans le do-it-yourself, hein, soyons clairs. Ça permet de faire un portail à votre mesure, mais on le verra, il y a aussi des contraintes. Sur le plugin Harmonix, dont Anas a parlé, alors ça, c'est quelque chose qui nous sert énormément parce que du coup, ça va être notre pivot pour aller dans AWS. Typiquement, comment est-ce qu'on mappe un compte AWS avec une entité dans Backstage? Bon, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Backstage par nature. Et c'est là où le plugin Harmonix nous a permis de faire des déploiements dans AWS. Voilà. Finalement, ça définit une notion d'environnement, notion qui n'existe pas dans Backstage. Alors, je vais vous présenter le chemin qu'on a parcouru, mais pour commencer, nous nous sommes donné certains principes. Il y en a d'autres qui sont venus durant le chemin. Le premier, on a tout de suite compris qu'en fait, il fallait qu'on ait un couplage FLEB entre Backstage et les services que l'on rendait. Pourquoi? Tout simplement parce que si finalement Backstage ne nous convient pas, on n'est pas marié à vie avec Backstage. On a des API, c'est interopérable, et du coup, si on veut faire autre chose, si on veut faire un autre portail, c'est plus facile d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des fonctionnalités natives de Backstage. Typiquement, on a du scaffolding autour de la création de groupes GitLab, mais l'idée, c'est de découpler au maximum. Tout à l'heure, Anas vous parlait de CDK et de Terraform. Nous, du coup, chez Safran, comme on est plutôt Terraform, donc ce qui a été décidé, c'est que la stratégie YAC sur Backstage, pour déployer dans AWS, ce serait du Terraform. Alors, les plugins, ça c'est un sujet intéressant, parce que les plugins, il y en a beaucoup. On est tenté, finalement, d'utiliser beaucoup de plugins pour répondre à toutes sortes de use cases. Dans les faits, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que plus vous avez de plugins, plus vous devez gérer une matrice de compatibilité qui devient compliquée. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie. Pas d'authentification GitLab, parce qu'en fait, si on avait utilisé l'authentification GitLab, ça voudrait dire que seuls les développeurs ont accès à Backstage, et ce n'était pas notre souhait. Dernière chose, on voulait qu'il soit ouvert à tous par défaut. Donc, ce que vous ne voyez pas sur cette slide, c'est qu'entre janvier 2024 et juin 2024, on a travaillé avec ProServe, qui nous ont fait un prototype de Backstage basé sur Harmonix, et c'est ce qui nous a convaincus d'utiliser ce plugin. Entre juin et novembre, on a commencé à implémenter Backstage, à le développer, et on a dû faire toutes les intégrations que vous voyez là, avec GitLab, avec le S3, l'Active Directory, puisqu'on voulait qu'il soit disponible à tous. On a fait des custom actions pour des API qu'on a dû développer aussi. On l'a containerisé,
on a dû gérer des permissions. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il était ouvert à tous, mais néanmoins, on a quand même géré des permissions pour les ingénieurs plateformes, pour que les ingénieurs plateformes puissent avoir accès à tout ce qui est fait et que pour les autres, ça soit restreint. Sur les plugins, on a ajouté 2 plugins en plus d'Harmonix qui sont feedback. Ça a permis aux gens en fait de nous remonter des problèmes sur le portail ou alors de nous encourager. Et puis un plugin qui est intéressant, c'est le plugin Announcement, puisque dès qu'on a des montées de version sur n'importe lequel de nos composants, GitLab, Nexus, ben on peut communiquer à travers ce plugin Announcement. En novembre 2024, on avait un événement chez Safran, qui est notre Cloud Day. On a pu présenter des services. Donc, on a présenté notamment Backstage. Et on a pu, en novembre, présenter 3 services live. Le premier, c'est ce qu'on appelle les Cloud Development Environment, Managed Namespace sur ROSA et Self-Paced Lab. Cloud Development Environment, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement qu'on met à disposition des développeurs. Avant, pour avoir un environnement pour développer, donc pas un environnement pour déployer, un environnement pour développer, ça pouvait prendre jusqu'à 3 semaines. Avec ce qu'on a mis dans Backstage, c'est du self-service, et votre environnement, finalement, vous pouvez l'avoir en 2 minutes. Managed Namespace, c'est l'offre qu'on propose de Namespace as a Service sur AWS. En consommant cette offre, vous pouvez déployer des applications dans AWS sans avoir d'identité AWS. Et le Self-Paced Lab, c'est un environnement basé sur les Cloud Development Environment dans lequel on injecte des credentials AWS d'un compte de lab et ça permet aux gens d'apprendre, typiquement, comment est-ce qu'on terraforme chez Safran. Et puis, on avait 3 services en preview, dont un qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la Compte Factory. Comment créer un compte AWS depuis le portail. On avait aussi en preview le déploiement d'une EC2, je vous en ai déjà un peu parlé, et puis le déploiement de Lambda. À quoi ça ressemble? Donc là, si vous voyez notre backstage en haut, vous pouvez voir qu'on a rassemblé toutes les URL dont on a besoin pour développer. Et puis, on a un certain nombre de services. Si on focus sur Cloud Development Environment, ben on clique sur la carte, on remplit un formulaire, et en moins de 2 minutes, on se retrouve à avoir un environnement basé sur du Visual Studio ou de l'IntelliJ qui tourne. Et cet environnement-là, il tourne dans l'infrastructure ROSA. Je viens juste de vous le dire, on a pu mettre on met à disposition un environnement de développement en 2 minutes versus 2 à 3 semaines en moyenne. Et puis, on a créé cette métrique qu'on appelle le Time to Hello World. Finalement, quand j'arrive chez Safran, je suis un développeur, je veux déployer une application sur AWS. Combien de temps ça me prend? Entre le Namespace as a Service, le Managed Namespace, les CDE, c'est quelque chose que vous pouvez faire en moins de 10 minutes. Donc, on fournit un petit tuto avec un README, on suit les 7 ou 8 étapes, et quelqu'un peut créer un environnement comme ça, builder une image Docker, la déployer et avoir un site statique déployé dans AWS sans identité AWS. Donc là, clairement, sur ces aspects, on s'est attaqué vraiment à la DevEx, puisque finalement, on peut vouloir faire de l'AWS, mais si on n'arrive déjà pas à développer, bah, c'est un problème. En février 2025, une photo sur les métriques d'adoption, on avait plus de 150 Cloud Development Environment. Quand j'ai écrit les slides, il y en avait 150, et hier, il y en avait 180. On a plus de 100 namespaces qui tournent sur ROSA, majoritairement sur du développement. On a ouvert la production récemment, et puis on a 30 labs qui ont été effectués. En termes de sociétés actives, parmi les 12 sociétés de Safran, toutes les sociétés participent à cette histoire. Donc, tout le monde, toutes les sociétés ont des CDE ou alors des managed namespace. Et sur les utilisateurs, on en a potentiellement 100 000. Je l'ai précisé, on n'a pas 100 000 utilisateurs qui utilisent Backstage, mais il est dimensionné pour pouvoir répondre à 100 000 personnes, enfin finalement tout le groupe qui pourrait s'y connecter. En mai 2025, ce qu'on va sortir, c'est le Cloud Project. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. La Compte Factory
Et puis l'onboarding de GitLab est dans Nexus. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faut passer par différents endroits. Je vous en parlais. C'est l'unification finalement de l'accès à l'usine logicielle. Il y a aussi un sujet qui est important, hein, c'est l'excellence opérationnelle autour de Backstage. Backstage, très clairement, c'est un projet CNCF, open source, c'est très bien, mais ce n'est pas le champion des logs. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans Backstage, bon, il faut se lever très tôt le matin. Donc, du coup, on a vraiment un enjeu en termes, sur l'observabilité de Backstage. Voilà, ce n'est pas le meilleur logiciel en ce sens. Sur notre roadmap, donc on va faire du self-service IaaS. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de fournir du self-service de VM sur du VMware on-premise. Donc là, on sera vraiment dans l'hybridation. Ça veut dire ce qu'on sait faire très bien sur Backstage, à savoir créer le C2, par exemple, ben, il va falloir qu'on fasse la même chose, mais sur l'on-premise. On a un gros sujet sur Crossplane. Hein. Crossplane en tant que control plane de la plateforme derrière Backstage, mais aussi comme nouveau langage d'infrastructure as code. On a des sujets aussi autour du découplage du front et du back. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais voilà, pour des raisons de disponibilité, on va devoir le faire. On souhaite intégrer des projets de façon décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pense que pour qu'il y ait de l'adoption, pour que l'histoire fonctionne, il faut qu'on permette aux gens de développer leur propre template dans Backstage. Typiquement, je suis une société, j'ai ma conception de ce qu'est une application, une single page application. Je veux la mettre à disposition du groupe ou que de ma société ou que de mon équipe dans Backstage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire. Il y a une société qui veut jouer le jeu et on pense que la vie de Backstage, en fait, passe par ça, par le fait qu'il n'y a pas forcément des templates qui viennent du groupe. En termes de Golden Path, on a toujours le sujet de l'environnement de data science, je vous en ai un peu parlé. Identity for apps, je vais passer. Il y a une question de ticketing automatique. Quand il y a une erreur dans Backstage, il faut qu'on crée un ticket service now dans la foulée. Et puis le time to hello world V2 et V3. Je vous ai parlé du V1. Le V2, ça sera sandboardé sur les composants logiciels de l'usine logicielle. Et le V3, ça sera le V1 plus le V2, plus la capacité à créer un compte AWS. Et on espère que ça ne va pas nous prendre plus de 20 minutes. Un dernier mot, je m'arrête là sur le Cloud Project. C'est une entité qu'on a définie. Donc nous savons, on a défini cette entité dans Backstage pour pouvoir agréger finalement ce à quoi correspond un projet. Je suis un projet, je peux avoir des namespaces, je peux avoir des comptes AWS. Et cette notion de Cloud Project nous permet d'avoir une vue topologique de toutes les ressources qui sont attachées à mon projet. Alors derrière, pourquoi? Parce qu'il y a aussi toutes les ressources qui sont là sont des inducteurs de coûts. Les namespaces, même si c'est un cluster centralisé, mais il y a un coût. Les comptes AWS, il y a un coût. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir aussi des liens dans le Cloud Project vers tous les dashboards d'observabilité côté finance. Et c'est tout pour moi. Alors, merci Dimitri. Je sais que vous avez déjà eu pas mal d'infos, donc juste avant de vous libérer, j'aimerais faire un petit code breakdown. Dans notre cas, on va faire un code breakdown d'un template lambda Terraform. À savoir que par défaut, avec Backstage, les templates qu'on a déjà, qui sont fournis, sont des templates CDK, mais Terraform, c'est nativement supporté. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un peu tout, c'est tout simple. Donc pour déployer à partir de Backstage, il y en a 5 fichiers. En vrai, ça c'est des readme, des architectures. Donc en vrai, on a 3 fichiers qui nous intéressent. On va passer l'un après l'autre. Donc le premier, catalogueinfo.yaml. Là à gauche, vous pouvez voir le code et à droite, vous pouvez voir ce qu'on a dans Backstage. Donc ça, le fichier catalogueinfo.yaml, c'est le fichier qu'on a après avoir déployé une ressource. Donc dans notre cas, c'est une lambda. Et après l'avoir déployé, dans Backstage, on peut voir plusieurs choses comme la description qui est définie là dans le metadata,
les tags, et on peut voir, là, c'est le plus intéressant, c'est quelques infos sur ce qu'on a déployé. Nous, dans notre cas, on voulait le app name, on voulait l'environnement, par exemple, la région AWS, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez déployé. Donc, si vous avez déployé une RDS, ça peut être un endpoint. Si vous avez déployé un cluster Kubernetes, ça peut être quelque chose lié à ça. Donc, là, c'est vous qui choisissez. Et tout ça, c'est dans le catalogue info.yaml. Vous avez accès à ça dans votre repo GitLab, comme on va voir dans quelques secondes. Après, ça c'est le fichier, je veux dire, le plus important, c'est le template.yaml. C'est le fichier qui va dire à Backstage ce qu'il faut faire. Donc, en premier temps, on a juste le metadata. Et là, à droite, dans Backstage, on va voir notre template si on veut le choisir. Donc, dans Backstage, vous avez une liste des différentes templates que vous avez créés. Donc, une lambda, un RDS, des namespaces, ce que vous voulez. Et là, donc, vous allez définir le titre, la description, les tags, même le owner. Nous, dans notre cas, c'est de Platform Engineering Team. Et c'est une entité de type groupe. Donc là, c'est un lien cliquable. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez avoir le groupe Platform Engineering. Et donc là, je clique sur Choose. Next step, toujours dans template.yaml. Là, dans step 1, je vais définir quelques trucs qui sont spécifiques à Backstage. Le nom qui va être le component ID. Donc ça, c'est si je veux chercher cette ressource dans Backstage, je vais chercher à partir du component ID. Donc ça, c'est pas le nom de la lambda dans AWS. Ça, c'est vraiment spécifique à Backstage. Et puis, j'ai la description. Et tout ça, c'est dans des paramètres, c'est des properties. Et de la même manière, je peux définir des choses qui ne sont pas spécifiques à Backstage, donc comme notamment mes variables d'environnement pour les TF-vars. Là, c'est juste pour faire simple, j'ai mis TF-var1, TF-var2, donc pour username et application name. Mais le plus intéressant, c'est là, le sélecteur, c'est AWS Environnement. Donc Dimitri et Anas avaient parlé un peu de ça. Donc avec Harmonix, vous avez la possibilité de définir plusieurs environnements AWS. Donc, ce que là, ça veut dire, donc, un environnement AWS, c'est un account AWS et une région dans cet account. Donc là, j'ai Dev Environment Paris, par exemple. Et côté Backstage, dans le YAML, je peux voir, pour avoir ce drop-down-là, je filtre Allowed Kinds AWS Environment. Donc, je filtre sur les environnements AWS que j'ai définis dans Backstage. Puis, next, j'ai la partie review et je déploie mon lambda. Donc, Dimitri parlait de ça, il parlait un peu de l'abstraction. Donc, pour un end user, c'est tout ce que je dois faire. J'ai juste à fournir tous mes variables d'environnement et je clique sur Finished. Mais là, côté back-end, il y a plusieurs choses qu'on doit faire pour que ça soit complet, pour pouvoir déployer notre lambda. Et donc, on va continuer. Donc, step 1, dans le code, je vais fetcher mon environnement. Donc, encore une fois, mon environnement AWS, c'est la région, c'est le account ID, c'est plusieurs choses que moi je définis, c'est la security. Puis après, je fetch mon base, c'est dans content. Donc, dans content, on a notre catalogue info.yaml, on l'a déjà vu. Et puis, juste après, là, je remplis mon catalogue info.yaml. Donc là, je peux remplir pour la région, par exemple, pour l'environnement, par exemple. Je les prends, je les récupère de l'output de mon environnement. Donc ça, c'est le step de l'environnement. Et pour les paramètres comme security, comme app name, je peux les récupérer là. Et ces paramètres-là, on les a définis là, si vous vous souvenez bien. Et donc là, j'ai mon catalogue info.yaml, je peux voir mon ressource, je peux voir les infos. Là, il reste à remplir encore plusieurs choses pour pouvoir déployer. Là, une partie importante, je dirais, c'est l'IAC, c'est le Terraform. Et c'est pour ça qu'on dit que là, on déploie une lambda, mais on peut déployer quelque chose bien plus complexe. La seule chose qui va changer, c'est l'IAC. Dans notre cas, c'est dans common/lambda, mais ça peut être votre template, votre module RDS, EKS, je ne sais pas quoi, dans GitLab, par exemple, dans votre GitHub. Donc, vous le récupérez. Et la step suivante,
vous remplissez le TF-vars. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi Terraform ou comment utiliser Terraform, vous avez des variables d'environnement que vous remplissez. Donc, par exemple, pour une lambda, ça peut être le nom de la lambda. Ça peut être une variable d'environnement dans cette lambda-là. Dans mon cas, c'est appname et username. Donc ça, c'est des paramètres que j'ai définis, vous avez déjà vu. Et puis, mon code Terraform, dans mon TF-vars, j'ai besoin encore de plusieurs choses comme mon environnement, ma company, service ID, région, et tout ça, je le récupère de mon environnement que j'ai déjà défini dans le step avant. Et c'est des outputs. Donc, environnement, output, as région. Et donc là, ce qu'il reste à faire côté Terraform, c'est de définir le back-end. Donc, encore une fois, pour un Terraform, vous avez besoin d'un back-end file, c'est pour mettre la configuration de ce que vous allez déployer. Dans beaucoup de cas, on utilise un bucket S3 et un DynamoDB en table pour cette backend.tf. Et donc là, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Je crée mon backend.tf et je le remplis avec le bucket name, la région que je prends de mon environnement et ma table DynamoDB. Et donc là, dernière étape côté code, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre tout ça dans GitLab, car c'est le GitLab CI qui va être déclenché et qui va déployer tout ça. Le GitLab CI, je ne veux pas vous le montrer car ça va être très différent en fonction de ce que vous avez en termes de code. Ça peut être du testing, ça peut être plusieurs étapes avant. Moi, dans mon cas, juste pour cet exemple, j'ai fait quelque chose de simple. Dans mon GitLab.ci, je vais tout simplement faire un Terraform apply. Donc, ce n'est pas vraiment très intéressant à voir. Et donc là, j'ai un step manager, un step publish GitLab. Je choisis mon repo GitLab, je choisis tout. Et je choisis mon GitLab CI.yaml. Donc, je définis mon pipeline code. Et à droite, j'aurai un nouveau repo GitLab qui sera déployé. Ou une branche dans un repo GitLab si vous choisissez. Encore une fois, vous avez une granularité là-dessus. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai mon IAC, donc j'ai mon code lambda. J'ai mon readme et mon architecture.png. Ça, c'est le moins intéressant. Et vous avez le point backstage qui est là, qui contient le catalogue info.yaml. On l'a déjà vu. Et le GitLab CI.yaml, ça c'est mon GitLab pipeline configuration qui va être déployé. Côté backstage, pour un end user, après cliquer sur Review, vous avez tout qui s'affiche là. Donc en tant que end user, je n'ai même pas besoin d'aller vers mon GitLab pour voir si tout se déclenche. Tout ça, ça se passe à travers backstage. Et encore une fois, après avoir déployé tout ça, dans backstage, vous avez déjà vu cette partie-là. On a Overview, on a CI/CD. Donc là, on peut voir ma lambda, ma description, mes tags. Et en même temps, je peux voir le statut de mes GitLab Pipeline. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de partir vers mon GitLab Pipeline. C'est ce que Dimitri disait avant. On a une abstraction, mais ce n'est pas caché. Donc, si on veut, on peut cliquer là-dessus, on peut voir nos pipelines, on peut aller vers notre GitLab et voir notre code IAC. Donc, c'est abstrait, mais ce n'est pas caché. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, si vous avez bien aimé, de essayer Harmonix. Il y a déjà des workshops. Harmonix, c'est open source, tout existe déjà. Et il y a un playlist YouTube également si ça vous intéresse. Donc, je vous laisse 2 secondes pour prendre en photographe ou cliquer là-dessus. Et je vous remercie beaucoup. Et si vous avez 2 secondes, je vous invite à faire un petit rating. C'est très important pour nous. Et merci beaucoup encore une fois. Si vous avez des questions, on sera à droite. S'il y a des questions, on est là.